général pour cet exposé qui est parti d'un panorama global des énergies renouvelables. Tout à fait bienvenu à ce stade d'avancement de notre exploration des alternatives pour aller réduire la dépendance énergétique. Et qui est arrivé finalement à la production d'hydrogène, à l'utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie d'avenir même assez lointain, mais je pense qu'on y reviendra puisque je pense savoir que le pays en pointe pour l'utilisation d'hydrogène comme source d'énergie, c'est l'Islande. Qui a lancé un programme extrêmement actif depuis de longues années, qui en était à rouler des bus dans la ville de Reykjavik et qui avait dû bien de financière. Donc ce n'est pas du tout un problème uniquement financier. On a fait cette piste eu égard de proposer de l'hydrogène en station-service. Et nous y reviendrons probablement lors des questions. Je vais maintenant laisser la parole à Jérôme Gerland, que je remercie de sa patience, qui va intervenir plus tôt dans notre table ronde. Jérôme Gerland est basé à Kiev, il est responsable du secteur énergie renouvelable et environnement pour BTN International. Et il va nous parler il va nous décrire un peu les perspectives de mise en œuvre de projets éoliens en Moldavie. Jérôme, je vous laisse la parole. Donc, BTN est une société française d'ingénierie, c'est-à-dire qu'on s'occupe en fait de monter des projets, que ce soit des projets industriels, des projets à vocation de transformation agricole, c'est-à-dire dans toute la zone depuis un peu plus de 25 ans maintenant. Donc la zone pays de l'Est, ex-Union soviétique. Donc en fait, qui a amené BTN en Moldavie dans les années 90, c'est les plantes aromatiques, sachant que l'Union soviétique était un très gros fournisseur de plantes aromatiques pour l'industrie du parfum, et donc avec la chute de l'URSS, toutes ces exportations sont arrêtées, et l'industrie de parfum française a cherché à savoir où et pourquoi on ne pouvait plus avoir accès à ces huiles essentielles qui servent à fabriquer les parfums. Donc Jean Roche, le président de BTN, connaissait bien la zone et a réactivé des centres de transformation de plantes aromatiques en huiles essentielles en Moldavie. Donc principalement ce qu'on a fait, ce qui se fait encore sur les plantes aromatiques, c'est la sauge. Donc un très gros producteur. Sur de l'extraction. La deuxième plante très intéressante et qu'on trouve ici à grande échelle, c'est la lavande, donc qui est distillée pour servir à l'industrie des parfums. Donc c'est ça qui a amené BTN en Moldavie depuis les années 90. Et maintenant, on a un assez gros département énergie renouvelable basé à Kiev, parce qu'il faut qu'on parle beaucoup de politique énergétique et d'engagement des administrations. Il faut savoir qu'en Ukraine, le pays voisin, on a un des meilleurs cadres européens aujourd'hui pour les énergies renouvelables. Donc, je discutais la semaine dernière avec quelqu'un de Russie qui me disait qu'en fait aujourd'hui l'Ukraine est en train de devenir le laboratoire énergie renouvelable de toute la zone. Donc il y a beaucoup d'entreprises même russes aujourd'hui qui viennent voir ce qui se passe en Ukraine pour justement ce dont parlait des Verts ce matin. La Russie a un très grand programme ambitieux de développement des énergies renouvelables, justement pour garder ses propres ressources fossiles, qui devient un enjeu stratégique pour ce XXIe siècle. Donc voilà, aujourd'hui BTN travaille sur tous les sujets éolien, solaire, hydro, masse et protocole de Kyoto. Donc on peut dire aussi finalement pourquoi certaines technologies, pourquoi faire de l'éolien.
Et pourquoi en Europe on a fait beaucoup d'éolien depuis une dizaine d'années. Et la première raison, c'est qu'on n'utilise pas de ressources épuisables. Donc on ne consomme pas sur le long terme des ressources propres au pays. La deuxième raison principale, c'est qu'on n'a pas d'émissions de polluants, que ce soit solide, liquide ou gazeux. Et la troisième raison, c'est que c'est très facile à démanteler. Aujourd'hui, on ne sait pas trop comment démanteler les centrales nucléaires. Les centrales thermiques, on sait, mais c'est très très coûteux. On sait et on peut garantir, en France, la loi l'oblige à démanteler une éolienne en fin de vie. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre des provisions bancaires pour dire, au bout de 20 ans d'exploitation d'une éolienne, on veut que ce soit complètement réversible et du coup on a accès à un démantèlement. Alors ensuite, localement, c'est tous des problèmes de territoire, c'est clairement une source de développement local, parce qu'un parc éolien qui arrive sur un territoire, forcément, il va y avoir des taxes qui vont être payées, il va y avoir des travaux qui vont impliquer des entreprises locales, il va y avoir des emplois pour la construction, pour la maintenance du projet par la suite, et puis des infrastructures locales qui vont être renforcées. On parlait d'éducation tout à l'heure. C'est aussi un vecteur, on voit en Europe de l'Ouest, d'éducation et de programmes pédagogiques, notamment des visites de sites, parce que c'est quelque chose de nouveau qui s'insère dans le paysage. Donc, pourquoi en Europe on a finalement des tarifs de rachat et des conditions économiques? D'où vient tout ça? Ça vient du protocole de Kyoto, qui s'est transformé en directive européenne sur l'énergie, qui a donné en fait un objectif à les pays membres de réduction par rapport au niveau de 97 et de polluants et d'augmentation d'énergie renouvelable dans son mix énergétique. Donc là, la deuxième ligne normalement que je mets dans ce genre de présentation, c'est la loi en vigueur dans le pays. Et le problème, c'est qu'en Moldavie, il faut chercher pas mal et avoir plusieurs sources d'informations. Aujourd'hui, il y a un léger manque de transparence sur le cadre législatif exact qui est en vigueur aujourd'hui en 2010 sur les énergies renouvelables en Moldavie, sachant qu'il y a une loi qui a été votée en 2007 et qui donne un cadre qui n'est pas appliqué. Donc j'aimerais bien qu'en quelques mois, pouvoir mettre une troisième ligne qui serait le contexte moldave légal. Donc voilà, globalement, depuis une dizaine d'années, l'éolien est devenir la principale source d'énergie électrique. Donc ça, c'est un qui s'est arrêté en 2007, mais en 2009, l'éolien a dépassé le gaz. Donc aujourd'hui, dans le monde, c'est la source d'énergie la plus installée dans le monde de l'éolien. Ce qui fait aussi qu'elle est de plus en plus économique. Donc aujourd'hui, elle est dans beaucoup de pays plus rentable que d'autres possibles. Donc justement, par rapport à ce qu'on a dit sur l'éolien comme source d'électrification rurale décentralisée, qui est une technologie d'éolien. Moi, je parle plus ici du grand raccordé au réseau. Donc, on est clairement dans la production d'énergie au niveau national. C'est-à-dire qu'on a un réseau de transport dans le pays, on a un réseau de distribution qui est géré par Union Fenosa en Moldavie. Et nous, en fait, on vient se connecter sur ces réseaux en tant que producteur d'énergie. Que l'énergie soit consommée sur place ou pas, parce que justement, on s'appuie sur le réseau. Ça, l'intérêt du réseau, c'est qu'on n'a pas à stocker l'énergie, mais qu'elle peut être directement implantée sur le réseau au fur et à mesure de la production. Donc aujourd'hui, c'est quelques critères techniques. On parle de grands éoliens. Aujourd'hui, une éolienne moderne, c'est 100 mètres de haut au niveau de la tour. On est sur des diamètres de 90 mètres environ. Et l'intérêt, c'est avec des grandes tailles, on utilise le territoire qu'avec des petites éoliennes qu'on a installées dans les années 80. Et donc, il y a un intérêt à ça pour l'aménagement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un projet peut réussir à la vie? Donc, nous, Bethel, on a quelques projets identifiés qu'on est en train d'étudier.
et chacun est aussi important que l'autre. Le premier, c'est est-ce que finalement le projet va s'insérer dans les normes techniques, c'est-à-dire que même si un territoire a l'air intéressant, finalement, est-ce que par rapport à un aéroport, un exemple concret, on ne va pas interférer avec l'activité qui se passe sur le territoire avant que le projet éolien arrive. Donc ça, c'est très très important. Est-ce qu'on ne gêne pas l'activité qui a lieu sur place avant le projet? C'est ce qu'on peut dire en correspondance avec les normes techniques, c'est le gros critère de gauche. L'aspect économique, évidemment, est très très important parce que les énergies renouvelables sont des énergies à fort capital investi au départ et à très faible opération. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait un cadre favorable et qu'il y ait une vision très claire sur le retour sur l'investissement, puisque l'investissement est plus fort que dans d'autres types d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'est l'économie d'un projet éolien? Évidemment, c'est le vent, c'est ce qui paraît le plus évident. Mais donc pour répondre à la question de Madame de tout à l'heure et à ce qui a été dit par Sylvia Radouillère sur les cartes de vent de la Moldavie, en fait, pour nous, ce n'est pas forcément un besoin immédiat, tout simplement parce que ce que peut donner un atlas de vent à l'échelle d'un pays, ce n'est pas suffisant pour étudier concrètement l'économie d'un projet éolien. Pour être sûr de la valeur, on va dire, en termes de vent d'un projet éolien, on est toujours obligé de faire des mesures sur site. Donc, il y a des normes internationales qui disent par exemple que sur certains terrains, il faut un man de mesure tous les 10 km sur un site éolien pour pouvoir valider son économie. Donc dans tous les cas, on viendra mesurer sur site le potentiel éolien précis du site. On ne s'appuiera jamais sur un atlas pour financer un projet éolien. Donc nous, on a déjà identifié pas mal de sites sur la Moldavie et aujourd'hui, le fait que le gouvernement ou les bailleurs de fonds fassent un atlas éolien, ça ne changera rien. Le deuxième point très très important pour l'économie d'un projet, c'est le raccordement au réseau, parce qu'on vient s'appuyer, comme je vous montre avant, sur un réseau existant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se connecter à 500 km d'un réseau, tout simplement parce que les coûts seraient trop importants par rapport au coût du projet de construire des nouveaux réseaux. Donc c'est un paramètre qu'on regarde très très en amont, sur lequel on essaie d'avoir au départ pas plus de 10-15 km d'un poste source existant pour pouvoir étudier un projet. Le troisième point économique qui est très très important, c'est la possibilité d'accès au site. Il y a eu des exemples en France et en Allemagne de projets qui ont été flops économiques, c'est-à-dire qui n'ont pas pu être rentables, pour des mauvaises études d'accès, et du coup, au dernier moment, des nouvelles routes à construire pour pouvoir apporter les éléments de l'éolienne, qui sont des éléments assez volumineux. Donc, tous ces aspects économiques sont très très importants à étudier. Et le dernier aspect, qui est ce qui est décrit ici à droite, insertion dans l'environnement, c'est aussi très très important parce que c'est l'environnement naturel et humain. C'est-à-dire qu'on peut avoir un projet tout à fait économique, bon techniquement, mais s'il n'y a pas un soutien local des riverains, des élus locaux, c'est un projet qui n'arrivera pas au bout parce qu'il y a énormément d'administration, de personnes à convaincre